Aimables téléspectateurs, nous sommes en direct sur la FM Télévision pour le compte de votre émission Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à l'Est parce qu'elle est préoccupante, cette situation sécuritaire. C'est chaque jour que des Congolais perdent leur vie. C'est chaque jour qu'il y a des tueries à l'Est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui se sent délaissée seule à son triste sort. L'Afrique du Sud a pensé renforcer les troupes de FARDC avec 2900 militaires, mais dommage que déjà 2 de leurs ont perdu la vie dans les affrontements qu'il y a eu cette nuit, et hier et aujourd'hui matin, et 3 sont blessés. On se pose la question, est-ce que cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo pourra trouver une issue de sortie? Et la communauté internationale continue à demander à ce que toutes les parties se mettent autour d'une table pour parler, mais Kinshasa continue à camper dans sa position de ne pas vouloir négocier avec ces rebelles. C'est ce qu'on va essayer de voir dans les jours à venir. Qu'est-ce que cela pourra donner? Parce que il faudra qu'on se dise, c'est vrai que chacun cherche à tirer les draps de son côté, mais ceux qui perdent la vie, ce sont des Congolais. En dehors de ça, nous allons évoquer aussi la nomination de l'informateur qui a tenu son point de presse aujourd'hui à l'hôtel Hilton. Il était face à la presse où il a essayé, l'informateur Augustin Kabouya a essayé de mettre au clair le rôle de sa mission. Sur ce plateau, nous allons essayer de parler avec monsieur Faustin Simanga. Il est du parti d'Augustin Matata Ponyo, le LGD. Normalement, il devait être sur ce plateau en débat avec maître Eric Bila de Sénarc. Mais dommage qu'il s'est fait excuser parce qu'il a connu un contretemps. Mais n'empêche, nous, on continue à travailler. Monsieur Faustin, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Comment vous allez? Oui, ça va. Avant d'entrer dans le fond de la question de l'Est, la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, un mot par rapport à ça. En gros, la situation politique ou la situation sécuritaire, parce que la politique et la situation sécuritaire sont liées, la situation est préoccupante. Il y a la partie est de la République qui est constamment touchée. C'est la partie qui est beaucoup plus en actualité et qui est plus, qui nécessite beaucoup plus d'intelligence stratégique de notre part en tant que Congolais. C'est toujours difficile de parler de Congolais qui meurent. Aujourd'hui, on parlera encore d'eux, pas sous l'angle que nous aimerions, l'angle du développement, l'angle de la paix, l'angle de la quiétude, mais plutôt sur l'angle de l'insécurité, et ça ne nous arrange pas. Et vous comprenez comment j'en parle avec une main qui tremble. Donc vous comprenez qu'il y a nécessité de trouver la paix et les solutions durables à cette question de sécurité à l'Est. Nous avons décrié l'année passée l'arrivée du contingent de l'EAC, disant qu'ils étaient complices, ils étaient venus pour une mission offensive, qu'ils devaient partir, la SADC qui vient, pas toujours d'accalmie. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud accepte de nous prêter main forte. Et lancés au front, ils perdent déjà 2 de leurs. Et il y a 3 militaires blessés. Est-ce que vous pensez que toutes ces nations qui veulent porter main forte à la RDC avec ceux qui déjà subissent les troupes de l'Afrique du Sud pourront encore nous envoyer leurs troupes? Mais vous savez, c'est là où il y a la véritable nécessité de réfléchir à froid sur les véritables solutions qu'il faut apporter à cette question à l'Est. C'est vrai que sous les émotions, on pourra réagir à brûle-pourpoint pour se dire, bon, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on mette fin. Il faut traiter cette question dans le fond. Pourquoi la guerre à l'Est persiste? C'est vrai que nous savons qu'il y a une force qui agresse, mais pourquoi ils agressent réellement? Il ne faudrait pas qu'on développe une posture attentiste ou une posture de faible pour se dire, ok, on nous attaque, le monde nous regarde sans rien dire. Oui, c'est vrai. Et en même temps, le monde a aussi ses préoccupations. Nous, en tant que Congolais, nous devons, à l'occasion de cette séquence d'insécurité, c'est dire, il y a ceux qui sont disposés à nous aider, qui sont venus, ils perdent leurs hommes. Il y a ceux qui veulent nous aider durablement, mais qui n'arrivent pas à trouver les cadres qui permettent à ce qu'il y ait des solutions. C'est sur toutes ces questions-là que nous devons nous interroger et trouver des réponses
pour ne pas rester que dans la revendication, mais plutôt pour aller dans le sens de trouver une réelle solution. Et souvent, la solution dans ce type de questions ne vient pas avec une considération purement émotionnelle. Nous devons réfléchir, mettre en place une intelligence stratégique pour permettre de sortir de cette crise de l'Est. À votre humble avis, qu'est-ce qui bloque? Parce que l'embargo sur la notification des armes levée, mais à ce jour, la République démocratique du Congo n'arrive pas à contre-attaquer ces rebelles. C'est vrai qu'on nous fait entendre qu'on a attaqué. Hier, on nous a dit que ça qui a été récupéré. Mais la communication de ce que font les rebelles passe plus et plus rapidement que ce que fait les forces armées. Alors, que devons-nous faire pour que les Congolais comprennent aussi que les forces armées de la République font quelque chose et se battent pour défendre la patrie? Mais voilà, vous comprenez qu'il y a une guerre à tous les niveaux. Il y a une guerre médiatique, il y a une guerre sur le terrain, il y a une guerre de communication, il y a une guerre sur le plan international en termes de lobbying et autres. C'est à nous, Congolais, de développer une intelligence stratégique qui pourra permettre à ce que nous puissions gagner sur tous les fronts. Nous savons que le gouvernement congolais n'a visiblement, sauf s'il y en a et que ce n'est pas mis à la disposition du public, il n'y a pas une task force qui permet de répondre aux attaques de communication d'autres pays. Et je ne pense pas que ça existe. Il faudrait développer cette intelligence-là pour se dire, aujourd'hui on est sur une guerre de communication. Il ne faut pas rester sur la logique d'une communication de l'institution ministère de l'information et de la communication. En fait, la logique c'est ça avec les briefings. Les briefings, c'est une communication d'information. Mais il faudrait passer à une communication d'attaque. Et cette communication-là, ça veut dire, s'il y a l'ennemi qui met en place une stratégie de communication en vue de pouvoir désinformer, il faut aussi faire une contre-désinformation. Vous comprenez? Il ne faudrait pas être attentiste. Il faut passer à l'étape où on est en train de réagir à la situation d'une manière offensive. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, dit-on. Donc, il faudrait développer une intelligence qui pourra permettre à ce que sur le plan militaire, nous avançons, sur le plan de la communication, nous avançons, sur le plan du lobbying international, nous avançons aussi. Parce que les relations internationales sont structurées autour des intérêts, pas autour de ceux qui pleurent les mieux. Non. On peut être de ceux qui pleurent les mieux avec la bouche fermée, avec vous fermez la bouche. Oui, on peut être ceux qui pleurent les mieux, mais pas ceux qu'on écoute les plus. Parce que le pays, pour ne pas les citer, le Rwanda, a trouvé une stratégie où ils font de la communication partout au monde, visitent Rwanda par-ci, par-là, et ces intérêts-là, qui sont en relation économique avec le Rwanda, parce qu'ils sont dans la liberté de les avoir, qu'est-ce que nous on fait pour notre pays, pour que nous puissions peser sur la table des négociations? Parce que autour de la table des négociations, vous n'amenez pas vos pleurs, il faut amener une force. On écoute que la force. Et c'est ça que nous devons développer comme intelligence économique, intelligence stratégique, intelligence à tous les niveaux pour permettre à ce qu'on nous écoute. On nous a enlevé les embargos pour revenir un peu plus sur votre question. On nous a enlevé la levée de l'embargo. On a fait beaucoup des tambours, on a fait sonner les tambours, on a beaucoup parlé autour de diplomatie agissante ou dite agissante. Mais ces résultats-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on peut mettre entre vos mains des solutions où on vous ouvre à une possibilité de solution, mais c'est à vous de les saisir. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les armes. Mais est-ce qu'on développe les moyens qui pourront nous permettre d'avoir plus d'armes? Si on ne peut pas acheter, pourquoi on ne trouve pas l'intelligence pour pouvoir en créer? Vous savez, dans ce pays, ça pourrait peut-être paraître dangereux pour certains, ces discours, mais écoutez, face au danger que la RDC est en train de vivre au quotidien, il faudrait changer de paradigme. C'est-à-dire que le Congo est riche. Il est riche avec le cobalt, il est riche avec le diamant, il est riche avec l'or et aussi l'uranium. Il ne faut pas l'oublier. Il faudrait dire aux Congolais que le peuple, vous avez l'uranium. Et on sait tout ce que vaut l'uranium dans l'industrie militaire. Il faudrait trouver une stratégie, lancer des recherches dans nos universités, comment on crée une puissance qui va dissuader les autres. Et c'est peut-être vers cette solution-là
qu'on va permettre à ce que, au lieu que les mondes ferment la bouche, au lieu de parler, ils pourront parler parce que nous serons en train de développer une intelligence dissuasive. Et c'est dans cette logique-là que nous devrons nous inscrire désormais. Et si ceux qui nous suivent, qui sont beaucoup plus avertis, comprennent qu'il faut parfois arrêter de pleurnicher. La nation peut exister que si elle est forte. Cette nation est quand même assez forte ou a la possibilité de se donner la force nécessaire pour être dissuasive. Et si nos universités travaillent sur comment on va développer les armes pour nous défendre. Nous avons tout un ministère sur la recherche scientifique. Mais voilà, mais pourquoi on ne finance pas les ministères de la recherche scientifique pour que nos universités puissent travailler sur la possibilité de mettre en contribution nos richesses? On ne peut pas laisser les étrangers venir prendre nos richesses. Nous-mêmes, on ne les utilise pas. Pourquoi on ne les utilise pas? Parce qu'on veut être mieux dans les pleurnichards. On veut être les mieux pleurnichards. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir notre posture de force. Lumumba nous a légué le pays avec la possibilité d'être fort. Et nous devons saisir cette possibilité-là et rendre notre potentialité de force en force réelle. Et ça passe peut-être par une connaissance beaucoup plus approfondie de l'uranium. Quand le Rwanda, le politicien congolais ou la population congolaise l'attaque sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est le président rwandais qui passe pour répondre. Mais en République démocratique du Congo, apparemment, c'est comme si les gouvernements n'arrivent pas à attaquer directement. C'est vrai qu'on décriait tout le temps que les régimes passés n'ont pas si cité notre agresseur. Aujourd'hui, on le cite quand même. Mais ce courage-là de voir nos dirigeants attaquer directement Paul Kagame, apparemment c'est comme si nous n'avons pas encore eu ce goût-là. Qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à ce sujet, à ce point? Mais c'est qui pourrait peut-être traduire notre faiblesse sur certains secteurs. Si vous n'êtes pas en mesure de parler quand on vous attaque, c'est-à-dire que vous craignez peut-être de vous exposer ou de trop vous exposer. Est-ce qu'on n'a pas les mains et les pieds liés? C'est ça les questions qu'on devrait se poser. Si le président rwandais qui représente tout le Rwandais, parce que c'est lui le président de la République rwandaise, parle au nom du peuple rwandais pour nous attaquer et nous on n'est pas à même de pouvoir répondre suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a un problème, soit au niveau du leadership, soit au niveau de la gouvernance. C'est clair. Il faudrait, au-delà de faire un jeu de ping-pong de mots, il faut trouver les vraies solutions. Si lui, sa stratégie, c'est parler, nous devons nous donner les moyens d'agir. C'est comme ça qu'il faut aller dans une logique d'assumer sa puissance pleinement. Le Congo, c'est un pays riche. Il faut user de toutes nos richesses pour pouvoir bouter dehors nos ennemis. Aujourd'hui, est-ce qu'on donne raison au secrétaire général des Nations Unies qui a dit que l'armement qu'utilisent les M23 était sophistiqué parce que nous avons fait appel ou nous avons eu reçu le soutien de plusieurs armées. Il y a l'EAC, il y a la SADC, aujourd'hui le Sud-Africain. Mais apparemment, on n'arrive pas à mettre hors état de nuire ce M23, bien qu'il soit sous-traité par le Rwanda. Mais est-ce qu'à ce moment, nous donnons raison au secrétaire général des Nations Unies qui a dit que ce M23-là était suréquipé? Non, mais vous savez, le M23 peut être suréquipé. Il y a eu des armées du monde qui sont très occupées. Et même les États-Unis ont dû perdre sur certaines batailles. Et ça ne serait pas un problème s'il y a l'armée qui est bien occupée ou un groupe armé bien occupé, équipé, j'allais dire, qui arrive à être battu. On gagne pas seulement parce qu'on a beaucoup d'armes. On gagne quand il y a une intelligence stratégique qui arrive à faire défaire les armées. Il faut développer une intelligence stratégique. Pourquoi on se bat? Comment on se bat? Avec quelle optique on se bat? Aujourd'hui, il faut se déclarer déjà même en état de guerre psychologique. Parce qu'il ne faut pas attendre que la guerre commence ouvertement quand on réunit les assemblées ou on réunit les congrès. Il faut déjà que chaque Congolais se mette en état de combat psychologique. Réunir les deux chambres est encore hypothétique parce que l'Assemblée nationale, le bureau définitif n'est pas installé. Le Sénat, on ne connaît même pas encore qui sont sénateurs.
Alors, dans cette logique, quelle devait être la position de la République démocratique du Congo? Parce que le président nous a dit, à la moindre escarmouche, je réunirai. Or, actuellement, il ne peut pas réunir le Deschamps. Bon, encore une fois, ça c'est l'excuse qu'on pourrait bien lui donner, et il a raison, peut-être s'il pense comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore les sénateurs de cette nouvelle législature, on connaît que les députés. Et les députés ne peuvent pas à eux seuls constituer le Congrès, vous l'aurez compris. Donc, en ce moment, c'est comme ça que gouverner, c'est prévoir. Les paroles d'un homme politique devraient garder leur noblesse et leur hauteur, leur pouvoir aussi. Les paroles d'un homme politique ne doivent pas devenir avilies. C'est comme ça que les paroles d'un homme politique doivent être calculées, pensées, réfléchies dans un temps long. Il ne faut pas inscrire sa parole politique dans un temps électoral. Parce que quand on inscrit uniquement la parole d'un homme politique dans un temps électoral, on le met dans une logique peinture. C'est-à-dire, on le dit juste pour embellir une campagne électorale. Et quand la réalité nous met face à nos paroles, on n'est pas à même de réagir. On trouve encore d'autres paroles pour combler les lacunes des réactions ou combler les lacunes stratégiques. Il faudrait que les acteurs politiques de gauche comme de droite puissent réfléchir à froid, surtout quand il s'agit des questions de l'Est, parce qu'il en va de la sécurité de la nation. Il faudrait développer une intelligence stratégique. Quand vous n'êtes pas prêt à combattre, ne cherchez pas la guerre. Quand vous n'êtes pas prêt à pouvoir répondre, ne parlez pas. C'est ça aussi, réfléchir. Et si notre pays se considère faible, nous devons avoir une stratégie du faible au fort. Vous savez, ceux qui nous suivent doivent comprendre que la question de l'Est, il faut la prendre avec du sérieux. Il ne faudrait pas le prendre juste pour les besoins politiciens. Non, il y a beaucoup de gens qui meurent. On ne peut pas aborder certaines questions économiques tant qu'il y a la guerre à l'Est, vous l'aurez compris. Mais il faut mettre fin à la guerre à l'Est. Et il faut trouver les meilleures solutions et les bonnes solutions. Et souvent, les bonnes solutions ne sont pas dans le tape à l'œil. Souvent, les bonnes solutions ne sont pas dans l'émotion. Il faudrait qu'on puisse se résoudre, d'arrêter de réagir par émotion. Il faut réfléchir. Et il y a la possibilité que nos professeurs, nos militaires, nos stratèges puissent développer une intelligence stratégique qui pourra nous permettre de ne plus permettre au président rwandais de parler avec arrogance, de parler avec une certaine assurance, parce qu'on serait en train de le faire douter dans ses convictions. Certaines personnes pensent qu'à l'heure actuelle, il faudrait que toute la classe politique se mette autour d'une table. Opposition, majorité, société civile, pour parler. Vous venez de dire, c'est une question qu'il faut aborder avec tout le sérieux possible. Est-ce que vous êtes de cet avis qu'il faudra que le Congolais se mette autour d'une table? Mais pour cette fois-ci, pas pour parler partage de postes, mais pour parler de la situation sécuritaire de la République. Vous savez, l'unité, par principe, est toujours importante. Mais unité, sur quelle base? Unité, sur quelles conditions? Comment on construit cette unité? L'unité, c'est une idée. Il faut construire cette idée d'unité-là. Autour de quoi ils vont se réunir? À quelle volonté? Avec quelle volonté ils vont se réunir? La question de l'Est peut être l'arme qui permet à l'unité de se mettre en place. Si nous voulons construire l'unité, il faut être à mesure de construire l'unité. Vous pouvez dire que nous voulons l'unité, nous voulons que la gauche, la droite, que ce soit l'opposition ou ceux qui se positionnent proches du pouvoir aujourd'hui, s'unissent, mais ils vont parler autour de quoi? S'il n'y a pas à la clé la volonté de mettre en place une intelligence stratégique, je peux même dire que l'unité, c'est une mauvaise stratégie. Parce que l'unité doit être... Oui, l'unité doit aussi être une stratégie. Si on considère que l'unité est une stratégie, là, on va vers l'unité. Il ne faudrait pas prendre l'unité que sur l'aspect, encore une fois, émotionnel. Bon, on s'unit... On se met autour d'une table. On peut se mettre autour d'une table. On affiche l'unité, mais en réalité, on n'est pas unis. Il faut construire cette unité-là. Et comment la construire? J'en viens. L'unité se construit quand on veut converger les intérêts. Les partis politiques représentent les intérêts. Les jeux politiques, c'est un jeu d'intérêts. Et si vous êtes prêts à vous unir, ne dites pas, vous devez vous unir autour de moi. Non.
la personne. Il faut s'unir autour des idées, donc, et autour d'un idéal. On vous entend parler, la crainte du LGD, c'est de s'unir autour de Félix Tshisekedi. En fait, c'est ça, c'est ça votre crainte. Mais écoutez, quand on parle de la nation et qu'on en revient à un personnage, là, on part dans la logique politicienne que vous avez tenté de nous pouvoir nous dissocier. Si vous voulez que je vous réponde dans ce sens-là, les LGD s'unissent toujours autour des idées. Alors, et nos idées sont qui doit appeler à cette unité alors? Mais vous savez, peu importe qui appelle à l'unité, nous savons qu'en ce moment, les LGD préparés pour la République, par la République et pour la République, si nous entendons l'appel de la République, c'est-à-dire nos Congolais qui nous appellent à pouvoir nous unir, nous allons nous unir. Si nous attendons qu'il y a une sincérité dans une volonté d'unir les forces, nous allons unir nos forces. Et nous sommes focalisés sur le leadership et la gouvernance de qualité en tant que parti politique LGD. Si l'unité permet que nos idées puissent être dans cette logique d'unité-là, nous allons venir. Et j'aimerais insister que l'unité n'est pas juste un mot. L'unité, c'est un concept, il doit être construit. Il doit être construit avec quoi? Avec une volonté de converger les intérêts. Si c'est lui qui va... Si les intérêts, ce sont les intérêts de la République. Non, mais écoutez, écoutez que les Congolais de l'Est vivent avec toute quiétude. Non, mais en fait, on va tourner autour de ça. Non, mais vous savez, ça c'est la logique pour le besoin de la consommation publique. On va dire que c'est autour de l'unité. Cette émission, j'aimerais bien qu'il soit à la fois politique et pédagogique. Si nous voulons gagner la guerre contre le Rwanda, nous devons quitter la peinture. Dire que nous devons nous réunir autour de la République, de ceci, ça c'est pour la consommation publique. Mais nous devons arriver à parler avec profondeur au peuple congolais. Il faut toucher les questions de fond. Voilà. Quand je parle de converger les intérêts, c'est-à-dire, si vous pensez, vous estimez que les leaderships, les partis politiques qui est apte à pouvoir gérer les leaderships, c'est le LGD, vous accordez les questions liées au leadership et la gouvernance au LGD. Okay. Si vous estimez que les partis politiques, pour ne pas les citer, les MLC, qui sont beaucoup plus dans le libéral et que leurs idées sont connues, vous donnez la gestion de ces questions dans cette unité-là au MLC. Okay. Si vous estimez que l'UDPS est beaucoup plus apte à pouvoir gérer les questions plus dynamiques, vous donnez les questions dynamiques à l'UDPS. C'est comme ça qu'on construit l'unité. Et si on reste dans le figure politicienne, non, nous voulons autour du pays, oui, c'est vrai, tout le monde peut dire ça autour de la République. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour ne pas aller vite en besogne, on va peut-être en toucher un mot, la question de consultation. Oui. Mais quand on consulte les partis politiques pour construire le gouvernement, on les consulte sur base de quoi? Est-ce qu'on le consulte juste sur le base d'avoir une représentation, peinture, ou on traite les questions dans les fonds? Cette situation de l'Est a suscité aussi de la colère de la population congolaise, précisément à Kinshasa. Nous avons vu ce qui s'est passé le week-end, en début de semaine. Les Congolais ont manifesté devant les ambassades des États-Unis, de la France. Ils sont allés au siège de la MONUSCO. Malgré, il y a eu des dérapages, parce que le samedi, il y a eu 2 jeeps de la MONUSCO brûlés. Le lundi et le mardi, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Une façon pour les Congolais de dire qu'on en a marre. Et ils ont voulu faire voir leur mécontentement. Mais le peuple se plaint parce qu'il revendique ce qui se passe à l'Est. Mais le gouvernant ou le gouvernement les ont interdits. À ce jour, les motards sont même interdits de franchir la ligne pour aller entrer en ville. Les petits commerçants qui vendent à la criée sont interdits d'entrer en ville. Et il y a interdiction de se mettre debout à 3 ou à 4 personnes en train de parler. Apparemment, c'est comme si le gouvernement voulait une chose et son contraire. La population s'est dit qu'il en avait marre. Il s'élève et le gouvernement les interdit à faire ces revendications. Mais pour un besoin de pouvoir me mettre dans une posture de défense du gouvernement, la tâche reste au ministre de la Communication. Et moi, j'aimerais répondre à votre question sur base de principe. Les Congolais que nous sommes, nous avons la liberté de pouvoir manifester et exprimer notre mécontentement.
Mais cette liberté-là ne nous donne pas l'autorisation d'aller vandaliser les biens d'autrui. À l'occurrence, aller attaquer les voitures de la MONUSCO, des représentations diplomatiques. Notre liberté ne nous donne pas les droits au vandalisme. Si il y a eu interdiction, c'est justement parce qu'il y a eu vandalisme, il y a eu casse, il y a eu violation des ambassades. Oui. Ou des locaux des ambassades. Vous comprenez? Ils ont quand même aussi touché quelques bureaux de Canal+, parce qu'ils revendiquaient Canal+, n'a pas diffusé les images. Vous comprenez que là, on revendique tout et rien en même temps. L'expression de la colère, oui, c'est vrai, mais votre colère, vous ne devez pas vous l'exprimer sur les biens d'autrui. Vous avez le droit d'être en colère, mais il ne faudrait pas que vous passez de la colère à la destruction. Mais la population leur traite de complices, d'un silence complice. Ils sont chez nous, mais ils ne font rien pour que cette paix revienne. Mais vous savez, je ne veux pas aborder cette question avec émotion, je vous l'ai dit. Et si on est en train de revendiquer, on se dit, ils sont complices. Quand vous accusez quelqu'un d'être complice, il faut être à mesure de pouvoir l'éprouver. Il ne faudrait pas, juste parce que vous êtes en colère, dire que tel est complice. C'est la stratégie du bouc émissaire. Quand on n'est pas apte à pouvoir se sécuriser soi-même, on dit que c'est l'autre. Ce n'est pas nous, c'est l'autre. On veut désigner quelqu'un pour expier ses péchés. C'est ça, en fait, la logique qui nous a mené jusqu'à l'inaction aujourd'hui. Il faut transcender la colère. Quand on transcende la colère, on va vers une réflexion à froid. Et quand on arrive à transcender la colère, on commence à réfléchir, on va trouver la solution. Oui, vous devez être en colère, mais après la colère, vous faites quoi? La colère est passagère, mais après que la colère passe, quelle est votre attitude par rapport après cette colère-là? Parce que vous allez voir les gens qui ont revendiqué, mais ils ont encore besoin de l'aide, ils vont aller aux mêmes ambassades pour chercher les visas pour aller en Europe et fuir la misère. C'est contradictoire. Il faudrait que quand on est en colère, qu'on puisse transformer sa colère à une volonté d'action. Il faut agir. La colère peut aussi être un élément motivateur. Pas pour faire le vandalisme, mais pour s'engager dans l'armée, par exemple. Pour s'engager dans la recherche. Il y a la recherche scientifique qui ont les professeurs. Mais est-ce que ces professeurs-là, eux, ne sont pas en colère contre ce qui se passe à l'Est? Pourquoi nous ne pouvons pas développer, avec cette colère-là, on développe une intelligence qui va approfondir les questions d'armement, par exemple. Approfondir la connaissance de l'uranium et ce qui peut faire l'uranium, par exemple. Parce qu'on a ces richesses. On a cette possibilité-là d'aller faire la recherche et mettre en contribution notre colère. La question de l'Est ne devrait pas être prise avec émotion, je ne le dirai jamais assez. Il ne devrait pas aussi être traité avec des béquilles politiciennes. Parce que la politique, c'est trouver des solutions. Tant qu'on ne trouve pas la solution à l'Est, ça veut dire que nous, politiques, nous échouons. Trouver la solution aux questions à l'Est, c'est ça réussir notre mission. Et si la République nous demande de les défendre, il faut les défendre quand il est attaqué. Et si on n'arrive pas à les faire, ça veut dire que nous échouons. Et si nous échouons, à quoi sert d'être un politique si on échoue? Pour boucler avec cette question de l'Est, nous avons vu un joueur congolais qui jouait à Rayon Sport du Rwanda célébrer son but marqué avec ces signes « On nous tue et vous ne parlez pas ». Ça lui a coûté son contrat. Hier, il est rentré à Kinshasa. On nous a fait savoir ici que la politique ne se mêle pas du sport, mais aujourd'hui, la politique rwandaise s'est imposée sur la fédération rwandaise. Le club était obligé de sanctionner les joueurs pour 6 mois. Alors tout le monde sait qu'au mois de mai, le championnat tenait à sa fin et on lui a dit qu'il était libéré de tout contrat. Ça prouve à suffisance que la guerre qui est sur le plan politique commence à toucher d'autres secteurs. Alors ma question, ce n'est pas de savoir pourquoi Luvumbu a été renvoyé, non, mais ma question c'est celle de savoir quelle position la RDC devra prendre. Parce que si déjà cette guerre qui ne dit pas son nom, comme vous venez de le dire, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, commence à toucher différents secteurs, alors, de notre côté, ça craint.
quelle position doit prendre la République démocratique du Congo vis-à-vis du Rwanda? Mais vous savez, il faut adopter une posture de la proportion. On est dans une guerre, sur tous les fronts. Quand politique. Effectivement. C'est-à-dire que si le président a besoin de l'autorisation du Congrès pour aller en guerre, c'est justement parce que si on déclare la guerre à un pays tiers, tous les secteurs de la vie vont être touchés. Oui. On pourrait même passer dans ce qu'on appellerait l'économie de guerre. Il y a les efforts de guerre qu'on devrait faire. Et s'il y a un sport, j'imagine mal qu'il y ait un club rwandais appelé à jouer au Congo et qu'il vienne jouer aisément. Je ne pense pas. Oui. Parce qu'on est dans un état de guerre. Il faut déjà se comporter comme tel. S'il y a un joueur qui a voulu revendiquer, même si je l'aurais conseillé de pouvoir réfléchir à 4 fois avant de faire un acte, mais il a fait. La réaction est venue aussi. Il faudrait que nous puissions aussi donner une réponse proportionnelle. Vous faites, nous faisons. Et c'est ça la posture que le gouvernement devrait avoir. Adopter. C'est-à-dire que si le Rwanda attaque à un certain niveau, nous devons répondre avec la même proportion. Si on ne sait pas attaquer, il faut trouver une réponse. Parce que la réponse ne peut pas qu'être militaire à tout moment. Il faut attaquer les intérêts du Rwanda, que ce soit au Congo ou ailleurs. Il y a une possibilité d'attaquer les intérêts du Rwanda. Il faudrait que nous puissions arrêter d'être pleurnichards. On nous attaque, on attaque les intérêts du Rwanda. Et il faut trouver les moyens de faire du lobbying à l'international, trouver comment faire le lobbying au niveau africain. Il y a certainement les intérêts rwandais qui sont quelque part sur cette planète. Il faut s'attaquer aux intérêts du Rwanda. C'est comme ça que nous allons mieux faire la guerre. Il ne faudrait pas demander aux Congolais d'être soudés, mais on ne sait même pas autour de quoi on se soude. Il faut réfléchir. Je ne dis pas que le gouvernement n'est pas en train de réfléchir, mais on ne voit juste pas les résultats de leurs réflexions. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est par ces mots qu'on met un point sur la thématique, sur la sécurité à l'est de la République. On ne cessera pas d'en parler. C'est comme pendant les élections, nous avions eu plusieurs mois en train de parler des élections. Nous avons parlé de l'évolution des élections. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire reste préoccupante. Donc, je ferai qu'à chaque émission, qu'on puisse en parler. Mais évoquant les élections, aujourd'hui, il y a l'informateur qui a été nommé. Il a tenu son premier point de presse aujourd'hui. Et il y a des questions qui se posent. Connaissant M. Augustin Kabouya, du sang chaud, il est là pour répondre du tic au tac. Est-ce que c'était un bon casting du côté du chef, le choix d'Augustin Kabouya? Vous savez, nous partons du principe que le Congolais qui est appelé à être en politique doit développer des compétences. Oui. Moi, j'estime que si vous êtes arrivé à un certain niveau d'exercice du pouvoir, vous avez des compétences. C'est sur base des compétences que les acteurs doivent être choisis, que ce soit au gouvernement, à l'Assemblée nationale ou dans tous les autres secteurs. Je ne douterai pas des capacités des acteurs. Et quoique on l'aurait peut-être choisi en fonction de certaines capacités qui sont beaucoup plus prononcées que les autres, ça veut dire que s'il est nommé, il devrait se surpasser quand il faut, il devrait trouver des compromis quand il faut, il devrait aussi trouver le consensus quand il faut. C'est ça la capacité que chaque Congolais qui veut obtenir des résultats devrait développer. Là, je vous parle d'une posture étant formée par un parti politique qui focalise son attention sur le leadership et la qualité du leadership qu'il faut offrir au Congo et sur la gouvernance qu'il faut appliquer pour trouver des solutions et obtenir les résultats. Oui, les consultations commencent d'ici là. Est-ce que les LGD se sont concernés à ces consultations, surtout qu'on est en train de chercher de dénicher la majorité au sein de l'Assemblée? Et puis, la logique veut que, après avoir déniché la majorité, il faudra qu'il y ait formation du gouvernement.
lors de son investiture, le président de la République, le président de la République a tendu la main à l'opposition. Nous savons que le LGD est un parti de l'opposition, mais vis-à-vis à cette main tendue, est-ce que vous vous sentez concerné par ces consultations qui vont commencer d'un moment à l'autre? Vous savez, on est un parti politique qui a les missions constitutionnelles. Les questions de la République nous concernent. La question de formation du gouvernement concerne la République, donc ça concerne le LGD. L'informateur, j'allais dire, est en train de travailler pour la République. Il est en train de travailler pour la consolidation de la République. Le LGD est intéressé par des questions liées à la République, donc il a toujours l'intérêt sur les questions qui sont liées à la République. Nous savons que le président de la République s'était exprimé en disant que sa main était tendue. Nous sommes prêts à pouvoir écouter l'appel de la République. Le LGD est formé, voyez là, ses membres, ses cadres sont formés pour pouvoir gouverner. Nous sommes leadership et gouvernance pour le développement. J'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent qu'on ne gouverne pas dans la rue, on gouverne que dans les institutions. Et nous sommes formés pour être la réserve de la République. Si la République a besoin de nous, si la République a besoin du LGD, je pense que si les conditions sont réunies, le LGD va pouvoir autoriser ses membres à aller servir la République, en commençant par le président national Matata Mapon. Donc le LGD ne reste pas sceptique comme certains regroupements ou partis politiques qui ne veulent même pas entendre parler de ces tractations qui peuvent avoir lieu entre les pouvoirs en place et l'opposition. On ne gouverne pas dans les extrêmes. Et je considère que le scepticisme fait partir un peu des extrêmes. On ne gère pas une institution, une république, un pays dans les extrêmes. Dire qu'on est sceptique, oui, c'est le droit de chacun d'être dans le scepticisme. Mais est-ce que c'est productif? C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Et le LGD estime que le scepticisme a toujours été improductif. Il faut être optimiste avec la vie, être optimiste avec les acteurs, être optimiste avec la politique en général. Leadership et gouvernance de qualité, pour mieux comprendre ça, il faut être dans l'optique de l'optimisme. Il faut croire en la personne, il faut croire à la vie, il faut croire que l'homme a la possibilité de pouvoir s'améliorer. C'est ce qui permet à ce que nous puissions construire, bâtir et obtenir des résultats. Et je pense que le LGD a toujours été ouvert au progrès, a toujours été ouvert à la possibilité qu'il y ait les humains, les hommes, les acteurs qui s'améliorent. Et si l'amélioration va dans le sens de permettre à ce qu'il y ait une construction d'ensemble, et je pense que le LGD va toujours être ouvert à la possibilité d'avoir un leadership et une gouvernance de qualité. Petit à petit, nous avançons vers la fin de notre émission, mais je vais évoquer un point qu'a évoqué le président de l'Assemblée nationale, bien qu'il soit dans le bureau d'âge, mais du moins, il a évoqué les questions de cumul de fonctions ou de postes après que le Conseil d'État ait tapé du poing sur la table, la Cour constitutionnelle. Il a donné 8 jours à tous ces députés qui sont mandataires, qui sont ministres, de faire un choix. Mais à ce jour, cela apparemment pose problème. Certains ne veulent pas d'abord quitter leurs fonctions en attendant la validation et que la Cour constitutionnelle puisse confirmer les résultats, surtout que les résultats des législatives ne sont pas encore confirmés par la Cour. Quelle lecture faites-vous de ce cumul de postes? Mais vous savez, il faudrait que nous apprenions, quand on veut construire une démocratie forte, on veut construire un état de droit réel, à respecter la loi et se soumettre à la rigueur de la loi. Si vous êtes élu député, c'est parce que vous êtes parti demander aux Congolais de vous élire. Les Congolais vous ont fait confiance, ils vous ont élu député. Ne demandez pas que la loi s'adapte à vous. Adaptez-vous à la loi. Démissionnez si la loi l'exige. N'attendez pas qu'on vous donne 8 jours, pendant que vous savez que la loi dit clairement, en toute clarté, qu'il faut 8 jours à partir du moment où on a validé le pouvoir pour pouvoir choisir de rester à l'Assemblée nationale ou se maintenir au gouvernement. Pourquoi on devrait
discuter, échanger, trouver des béquilles, trouver des mécanismes. Là, on ne va pas pouvoir construire la République. Il faudrait accepter de pouvoir se dire, je suis un homme d'État, je me soumets à la loi, et permettre à la République d'avancer. Il ne faudrait pas à tout moment trouver comment on trouve des raccordements, comment on se maintient, tout ça dans l'objectif de pouvoir avoir des intérêts. La politique, c'est aussi une prise de risque. Vous avez risqué d'aller aux élections, vous avez été voté, prenez le risque de guetter le gouvernement. Et je pense que si un politique n'arrive pas à prendre des risques, en réalité, ce n'est pas un politique. Il faudrait ne pas toujours être confortable quand tout est fait. Non, il faudrait prendre des risques. Allez-y à l'Assemblée nationale. S'il arrive que vous n'êtes pas confirmé à l'Assemblée nationale, attendez 2028, vous allez revenir comme député et vous aurez au moins respecté la loi. Il ne faudrait pas se dire, bon, quand ça ne m'arrange pas, je trouve comment fuir un peu la loi, mais on applique la loi que quand il s'agit des opposants. Vous comprenez que nous devons tous nous soumettre à la loi, et si la loi dit qu'il faut démissionner quand vous êtes élu député, démissionner sans poser problème au juge, sans toujours vouloir trouver les explications et les interprétations de la Constitution pendant que les choses sont claires. Il faudrait aussi, la bonne gouvernance, c'est aussi respecter la loi. La bonne gouvernance, c'est se soumettre à la rigueur de la loi. Monsieur Faustin Tshimanga, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Les Congolais qui vous suivent de partout, qu'est-ce que vous leur dites? En tout cas, merci beaucoup déjà pour votre énième invitation. Toujours un plaisir de venir communiquer avec le Congolais à travers votre télévision bien gérée, bien mise au service du peuple pour le peuple. Merci beaucoup. Vous comprenez que les peuples congolais devraient augmenter sa capacité d'exigence envers les gouvernants. Il ne faudrait pas caresser toujours dans le sang du poil les personnes qui nous gouvernent ou qui vous gouvernent. Vous avez été moins exigeant avec certains acteurs, ils ont produit ce qu'ils ont produit. N'oubliez pas que c'est vous qui votez. L'argent avec lequel les personnes qui nous gouvernent roulent avec les voitures, c'est notre argent. Il faut être plus exigeant. Il faut exiger plus de qualité. Il faut exiger plus de sérieux. Il faut exiger plus de compétences. C'est ça qui va permettre à ce que les décideurs ne puissent pas avoir la complaisance quand ils nomment ou ils choisissent les acteurs. Les peuples congolais, sachez que ceux qui nous gouvernent sont juste les reflets de nous-mêmes. Si nous voulons la mollesse, nous aurons ceux qui nous gouvernent qui seront dans la mollesse. Imaginons si on exige la qualité à ceux qui nous gouvernent, ils vont nous donner la qualité et quand ils ne nous donnent pas la qualité, on les pousse à la démission ou on les pousse dehors. Et il faudrait augmenter cette capacité d'exigence-là parce que nous devons relever ces pays et je pense que les peuples congolais, si au fur et à mesure nous comprenons que nous devons vouloir la qualité, nous aurons la qualité. Voilà, merci beaucoup. Je crois que le défi majeur reste celui de relever ces pays. C'est ce que je retiens dans votre conclusion. Mais avant de terminer cette émission, je veux aller adresser un mot au commissaire provincial de la police qu'il essaye, je veux le dire à Lingala, papa général Blaise Kilimbalimba, tronçon et à triomphal Kobanda Pont Kasavu Bupo Obima, palais du peuple, c'est chaque jour que bachege babimaka na caniveau pour na kokata batu basak. Semaine où on a vivre yango 3 fois et il y a lobby. Il y a hier, mercredi, ils sont sortis avec des machettes, ils ont ravi de gens, sac na ba moto, beti ba na ba moto, ba machette. C'était vraiment compliqué. Donc, ba mekana nukota la tronçon na ya Robanda triomphal pont Kasavu Bouti Obima palais du peuple. Ce qui vraiment borolanda message au bomeka kochami souana parce que c'est chaque jour moto aller la sac place souana ezali malamu mingité. Merci beaucoup à Yves Basunga parce que vous nous suivez chaque jour. Hier vous nous avez écrit, ça nous fait plaisir. Bino batu bolanda abiso de partout. Apprenez à nous écrire. S'il y a des remarques à faire, faites-le. Et s'il y a des encouragements à faire, faites-le aussi parce que on est humain, nous ne sommes pas parfaits. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Toi, je vois Torres Atibou, il y a Junior Santos à la régie finale, il y a Galor Mouya que nous appelons affectueusement Coco Mouya et puis Don Benjamin Makolo. On se retrouve demain pour une nouvelle émission avec d'autres invités. Au revoir.